Bonjour, bienvenue à cette rencontre de transfert aujourd'hui. Le Fonds Recherche Québec vous remercie de votre participation à cette rencontre. Donc, je m'appelle Marie-Thérèse Duquette et je vous accompagnerai cet après-midi. J'ai œuvré au sein du Fonds Recherche Québec Société Culture pendant près de 20 ans, à titre de responsable du programme des actions concertées pendant une dizaine d'années, puis comme directrice des programmes et du développement des partenariats pendant les 10 autres années. Je suis accompagnée par Florence Godmer-Duhaime, qui est conseillère à la direction des politiques et coordination interministérielle aux aînés, donc du ministère de la Santé et des Services sociaux. Florence a un grand titre, là, donc je vais me contenter de ce bout de titre-là. Elle est la porte-parole du partenaire, mais elle sera aussi de vos questions auprès de l'équipe en fin de présentation lors de la période de questions. Nous vous rappelons que cette rencontre se veut un espace respectueux et sécuritaire pour chacun et chacune, donc aucun propos violent, même écrit, agressif ou irrespectueux ne sera toléré. Nous vous invitons à participer avec ouverture et bienveillance, contribuer à un échange constructif et respectueux. Par souci du bon déroulement de la rencontre, vos caméras et micros demeurent fermés. Donc, je serai principalement la gardienne du temps, tout en écoutant très bien tout ce que vous allez dire. Vous entendrez aujourd'hui les résultats de 2 recherches financées dans le cadre du programme de recherche pour un vieillissement actif de la population du Québec. La première est menée par Julie Castonguay et s'intitule « Développer une compétence numérique chez les personnes aînées par la conception, l'implantation et l'évaluation d'un jeu sérieux pour favoriser un vieillissement actif de la population québécoise ». Quelques mots sur Mme Castonguay. Elle est travailleuse sociale et docteure en gérontologie. Elle est chercheuse principale au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Les recherches sous sa direction menées pour et avec les parties prenantes visent à favoriser l'inclusion numérique des personnes aînées, que ce soit en contribuant au développement de leurs compétences numériques et de leur pouvoir d'agir, à l'amélioration de l'expérience d'utilisation des services en ligne ou encore à la réduction de l'agisme numérique. Elle est accompagnée de M. Georges Drouin, que nous lui laissons le loisir de nous présenter. Nous laissons la parole à Mme Castonguay pour 30 minutes, suite à quoi elle répondra aux questions que vous lui aurez transmises via le Q&R que vous voyez sur votre application. Florence fera votre porte-parole pour transmettre les questions à l'équipe de recherche. Donc, à vous, Mme Castonguay et votre équipe. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran, mais en attendant, je vous présente Georges Drouin, qui m'accompagne, un homme formidable qui offre des ateliers d'informatique, puis qui est très critique et qui a participé au développement du jeu et qui l'a testé également. Donc, on aura le loisir d'entendre Georges parler un petit peu plus de lui un peu plus tard dans la présentation, mais aussi nous dire ce qu'il pense en toute transparence là, du jeu qui a été développé. Donc, je vous partage mon écran. J'imagine que vous voyez bien. Super. Donc, dans le fond, cette recherche-ci était en réponse là, au besoin numéro 1 là, de notre action concertée, qui était de soutenir les personnes aînées dans leur utilisation éthique, responsable et sécuritaire du numérique. Donc, le plan de la présentation. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie de la COVID-19, il y a eu un certain tournant décisif là, dans l'adoption du numérique par les personnes aînées québécoises. Puis cette transition, qui a d'abord été imposée par nécessité, s'est progressivement transformée en un intérêt un intérêt véritable et variable là, également. Là, mais comme en témoigne, aujourd'hui, il y a à peu près 80% là, des personnes aînées qui utilisent Internet quotidiennement. Donc, il y a quand même eu une hausse dans les dernières années. Toutefois, l'utilisation quotidienne du numérique est inférieure chez les personnes âgées de 65 ans et plus que chez les autres personnes adultes québécoises. Puis, on remarque également là, que l'utilisation du numérique chez les personnes de 75 ans et plus est inférieure là, comparativement à celle des 65-74 ans.
Donc, il y a une majorité de personnes aînées qui est d'avis que le numérique peut les aider à améliorer leur qualité de vie à la maison, par exemple en contribuant à briser l'isolement, en ayant un meilleur accès aux services gouvernementaux, par exemple, en facilitant l'accès également là, aux services de santé ou aux services sociaux, améliorer le bien-être, le confort à domicile, à faciliter les déplacements même ou à renforcer le sentiment de sécurité à la maison. Mais même si l'utilisation du numérique présente plusieurs avantages, il reste que cette utilisation-là n'est pas exempte de risques. On sait là aujourd'hui avec tout l'écosystème de l'information qui est inondé de contenu généré par, oui, les humains, mais également l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus difficile là, de discerner le vrai du faux. Puis la désinformation là, se propage là, à un rythme assez effrayant, je dirais. Puis, on constate que le nombre de victimes de fraude au Canada demeure près de 40 plus élevé qu'en 2019, malgré une baisse depuis le sommet qui a été atteint en 2022. Il y a des types de fraudes en ligne qui vont cibler plus particulièrement les personnes aînées. Je peux vous donner un exemple. Là, c'est des noms fictifs, mais imaginez-vous Chantal et Sylvain qui rapportent avoir perdu leur mère, même si elle est toujours vivante. À l'âge de 70 ans, Diane, la mère de Chantal, s'est retrouvée en situation d'itinérance. Puis la mère de Sylvain, Gisèle, âgée de 75 ans, a été retrouvée dans un coma diabétique, n'ayant plus d'argent pour se payer la nourriture et des médicaments. Diane et Gisèle ont été victimes d'une fraude amoureuse. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous voyez à l'écran qu'il y a vraiment différents types de fraudes qui vont cibler directement les personnes aînées. Donc, manifestement, la désinformation et la fraude en ligne ont des conséquences qui sont néfastes pour les personnes, si on pense à la santé, le bien-être, les finances, mais également pour la société, si on pense à la santé publique, la démocratie, la sécurité nationale. Puis, il y a des conséquences encore plus graves pour les personnes aînées. Si on pense au fait que on dit que 30 d'entre elles sont à risque d'isolement social, un facteur déterminant de vulnérabilité puis à la désinformation et aux fraudes. C'est sûr que pour prévenir et contrer la désinformation et la fraude en ligne, il importe de soutenir les personnes aînées dans le développement de leurs compétences numériques, soit la capacité de repérer, d'organiser, de comprendre, d'évaluer, de créer, de diffuser de l'information par l'intermédiaire du numérique. Au Québec, il y a des initiatives qui existent pour soutenir le développement de la compétence numérique. Vous en avez des exemples à l'écran. Mais ces initiatives-là n'ont pas, et malgré un effort de vulgarisation, ces initiatives n'ont pas été développées spécifiquement pour les personnes aînées. Puis des fois, on remarque que les initiatives s'adressent davantage à un public averti. Donc, dans le cadre de la recherche, le CCEG, le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, et des partenaires des milieux de la pratique et des milieux de la recherche, incluant des personnes aînées, ont réalisé une recherche-action de 2022 à 2025 qui a été financée par le Fonds de recherche du Québec, Société Culture, et également le Secrétariat aux aînés du Québec. Puis la recherche-action visait à soutenir le développement de la compétence numérique chez les personnes aînées par la conception, l'implantation et l'évaluation d'un jeu sérieux. C'est quoi un jeu sérieux? Mais c'est une application informatique qui est ludique, qui est immersive et qui permet de développer et d'intégrer des connaissances afin de pouvoir les mobiliser dans la vie quotidienne. Et vous allez voir un peu plus loin, ça va se concrétiser dans votre tête ce qu'est un jeu sérieux. Dans le fond, toute la recherche a été guidée par le cadre de référence à la compétence numérique du gouvernement du Québec, puis également le design de l'expérience utilisateur. En termes de méthodologie, mais en fait, on a réalisé 9 entretiens de groupe. Chacun regroupait de 3 à 11 personnes âgées de 62 à 89 ans qui provenaient de différentes régions au Québec. Puis les personnes étaient invitées à discuter de leur pratique d'utilisation du numérique, c'est-à-dire ce qu'elles font, ce qu'elles aimeraient faire, ce qu'elles n'osent pas faire. Puis on leur demandait également quels étaient leurs freins ou leviers au développement de pratiques plus sécuritaires, responsables et éthiques. Puis ces informations-là ont orienté la conception d'un prototype de jeu sérieux qui se nomme Racine numérique, qui porte sur la recherche d'informations en ligne.
Puis, cette thématique-là de la recherche d'informations en ligne est vraiment apparue comme étant un incontournable à la lumière des pratiques d'utilisation du numérique chez les personnes aînées, mais également les préoccupations qui étaient exprimées. Puis le jeu a été expérimenté dans un cadre d'évaluation par 4 personnes aînées en individuel, dont 3 personnes qui étaient animatrices d'ateliers d'informatique, puis également dans 5 ateliers de groupe qui regroupaient de 3 à 8 personnes aînées. Puis les personnes qui ont expérimenté le jeu en individuel, ben, ont fait part de leur rétroaction uniquement à l'oral, tandis que celles qui ont expérimenté le jeu en groupe, elles avaient en plus là, à remplir un formulaire d'appréciation du jeu, finalement. Puis on leur demandait là, de se prononcer à la fois sur leur perception du prototype, des émotions qu'elles vivaient en jouant au jeu, les conséquences de l'usage, puis leur évaluation globale, là, finalement, du prototype. Puis, il y avait dans les 2 cas là, des questions ouvertes. Les gens pouvaient s'exprimer sur ce qu'elles aimaient moins, puis également là, de proposer des améliorations. Puis, toutes les données ont été analysées suivant une analyse de contenu thématique mixte pour ce qui est du qualitatif. Puis, au niveau quantitatif, bien, on y était avec des statistiques descriptives. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet des pratiques d'utilisation du numérique chez les personnes aînées, bien, les entretiens qui ont été menés dressent un portrait qui contredit les idées reçues sur l'exclusion numérique. Les personnes rencontrées utilisent le numérique dans une diversité de domaines, puis souvent de façon quotidienne. Je vous dirais que la pratique la plus présente est la communication. Les personnes aînées utilisent le courriel, les messages textes, la visioconférence, les réseaux sociaux pour maintenir leurs liens sociaux malgré les contraintes physiques ou géographiques. Puis il y a une participante, par exemple, qui utilise FaceTime pour voir ses petits-enfants chaque semaine. Il y a plusieurs grands-parents qui utilisent les textos pour envoyer un petit message en début de semaine, par exemple, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Il y a une autre personne qui anime un groupe Facebook pour son club de tricot. Bref, il y a plusieurs utilisations là, du numérique dans un esprit de communiquer avec les autres. Puis, il y a également l'accès aux services en ligne, qui est la deuxième grande catégorie d'utilisation. Donc, les personnes aînées font leurs transactions bancaires, prennent leurs rendez-vous médicaux, gèrent leurs comptes gouvernementaux en ligne. Puis, toutes ces pratiques-là sont représentatives de l'enquête Net Tendance réalisée par l'Académie de la transformation numérique. Mais notre recherche ajoute une nuance importante. Il y a plusieurs personnes participantes qui décrivent l'usage du numérique comme une contrainte subie plutôt qu'un choix, surtout quand il est question de services en ligne, parce que maintenant, les autres options ont quasi disparu. Puis, il y a une participante qui nous a dit qu'elle préférait encore se rendre en magasin plutôt que de compléter toutes les étapes d'un achat en ligne qui, pour elle, étaient laborieuses. Des fois, ça prend vraiment plusieurs étapes avant de finalement pouvoir en arriver à un achat. Puis, la recherche et l'apprentissage occupent également une place importante dans les pratiques d'utilisation du numérique. Les personnes aînées consultent les nouvelles, font des recherches Google, visionnent des capsules YouTube. Puis, notre recherche souligne que si l'usage des moteurs de recherche est courant, la capacité, par contre, à évaluer la fiabilité des sources reste inégale chez les personnes. Puis, en ce qui concerne les outils technologiques, bien, les personnes aînées maîtrisent les appareils de base, ordinateurs, tablettes, téléphones. Il y a certaines personnes qui utilisent même la reconnaissance vocale et la biométrie. Mais la maîtrise des outils est inégale selon le groupe d'âge. Les personnes plus âgées vont souvent vont être un peu moins bien équipées, mais bref, il ne faut pas généraliser non plus, mais on observe parfois que bon, les appareils vont peut-être être un petit peu plus vieux comparativement, là, par exemple, à la tranche d'âge des 65-74 ans. Puis, il y a une pratique qui est moins visible, mais qui est significative, c'est la création et le partage de contenu. Il y a certaines personnes qui rédigent des articles, qui partagent des photos. Il y en a d'autres qui enseignent l'informatique à d'autres personnes, comme Georges qui est avec moi aujourd'hui. Puis, je sais que Georges écrit également là, pour un journal également. Là, fait qu'il y a beaucoup de production de contenu. Puis, le passage du statut de personne apprenante à celui de formatrice témoigne d'une maîtrise réelle de l'usage du numérique que les statistiques, elles, sont pas toujours en mesure là, de capter.
Puis derrière toutes les pratiques d'utilisation du numérique, il semble avoir une finalité commune, soit participer socialement. Puis le numérique qui permet aux personnes aînées de briser l'isolement, de maintenir des liens. C'est une dimension également là, que les études vont confirmer, mais je vous dirais que le numérique n'apparaît pas uniquement comme un gadget pour les personnes aînées, mais bien comme un outil de vie finalement. Si on regarde maintenant les freins et les leviers à l'utilisation du numérique, bien, notre recherche a permis d'identifier 3 grandes catégories de freins et pour chacune des leviers qui correspondent. Ce qui ressort clairement, c'est que les freins ne relèvent pas d'une incapacité des personnes aînées, mais bien d'appréhension légitime face à un environnement numérique qui souvent n'a pas été conçu pour elles. Au niveau individuel, le frein le plus souvent mentionné, c'est la peur des virus et de la fraude, par exemple. Puis cette appréhension-là reflète une prudence qui est justifiée face aux risques réels du numérique et non uniquement de la technophobie. Puis une personne participante évitait, par exemple, de cliquer sur quoi que ce soit d'inconnu, même les courriels de son médecin, de crainte d'avoir un virus, d'être victime de fraude, etc. Donc, le problème, c'est que cette méfiance peut devenir excessive puis paralyser des usages tout à fait légitimes du numérique. Le levier ici, ben, c'est l'utilité perçue. Quand une personne aînée comprend pourquoi et comment utiliser un outil, mais sa confiance s'installe progressivement. Il y a également les fameuses mises à jour et changements d'interface qui vont générer une anxiété considérable chez les personnes aînées, qui, elles, se sont dotées de repères cognitifs. Puis là, ben, tu sais, avec une mise à jour, un changement d'interface, on perd ses repères. Le déplacement d'un icône, par exemple, peut désorienter profondément quelqu'un qui s'est construit des automatismes gestuels puis visuels. Puis cette résistance-là n'est pas de l'obstination, c'est vraiment une stratégie d'adaptation cognitive. Les leviers correspondants, ben, c'est le désir d'autonomie. Donc, fort et bien documenté dans notre recherche, les personnes aînées veulent comprendre, mais pas seulement exécuter. Au niveau structurel, ben le vocabulaire technique, par exemple, souvent en anglais, constitue une barrière qui est linguistique et conceptuelle qui est majeure, considérant que plus de 80% des personnes aînées québécoises sont unilingues francophones. À cela s'ajoutent des difficultés pratiques, hein? L'alternance entre systèmes et appareils, Apple, Android, entre ordinateurs, entre tablettes. Ça exige une flexibilité cognitive qui est importante. Puis la double authentification, qui est particulièrement complexe pour celles qui qui possèdent finalement juste un appareil. Puis il y a la multiplicité des mots de passe qui impose une surcharge cognitive considérable, qui est aggravée par une méconnaissance des gestionnaires de mots de passe. Donc, il y a vraiment un fossé entre la vitesse d'évolution technologique et le rythme d'apprentissage des personnes aînées qui crée un sentiment de décrochage permanent chez certaines personnes. On a l'impression d'être toujours en retard sur une technologie qu'on n'a pas encore eu le temps d'assimiler. Puis au niveau social, ben, les modalités de soutien actuelles sont perfectibles. Les formations sont parfois jugées trop rares, peut-être parce qu'on ne connaît pas les possibilités de formation. Parfois, elles sont trop chères, parfois, elles sont peu adaptées aux besoins réels. Puis, on observe un besoin de formation continue plutôt qu'un besoin de formation ponctuelle. Les gens veulent apprendre le numérique. Ils ont besoin de pratiquer, de le faire plusieurs fois. Ça nécessite effectivement une pratique là, qui est régulière, puis un accompagnement dans la durée. Puis le soutien de l'entourage familial, ben oui, c'est la principale ressource d'aide chez certaines personnes aînées qui sont bien entourées, mais cette aide-là est ambivalente. Trop souvent, les proches vont faire à la place d'eux plutôt que de montrer comment faire, ce qui va limiter l'apprentissage autonome puis qui peut générer également là, un sentiment de dépendance. Puis à ça, ben, on ajoute la contrainte numérique, la numérisation des services essentiels, les services de santé, gouvernementaux, bancaires, qui vont placer les personnes aînées dans une certaine dépendance technologique qui est subie, parfois vécue comme une forme d'exclusion qui est involontaire. Puis on a également l'agisme numérique. Les technologies qui sont conçues sans les personnes aînées, car on voit les personnes aînées pas comme des utilisatrices potentielles, les remarques, les attitudes, les comportements de l'entourage ou du support technique qui va renforcer l'idée que les personnes aînées
sont le problème, puis qu'elles sont incapables ou trop lentes pour utiliser un appareil, pour utiliser le numérique. Ça va être toutes des sources qui sont vraiment réelles là, de découragement. Puis cet agisme numérique-là va être souvent intériorisé hein, aussi. Certaines personnes participantes disaient elles-mêmes trop vieilles pour apprendre, même avant d'avoir essayé. On présuppose souvent que c'est nous le problème, alors que le service peut comporter plusieurs bugs et peut-être très mal fait. Là. Donc, les leviers sociaux sont pourtant puissants quand on a des pairs aidants, donc des personnes aînées qui vont être formées pour accompagner d'autres personnes aînées à leur rythme avec une compréhension mutuelle de leur réalité, comme fait Georges finalement. Ça constitue vraiment un des leviers les plus prometteurs identifiés dans notre recherche. Puis les résultats de la recherche vont également briser le mythe de l'exclusion numérique. Donc, les personnes aînées ne sont pas des exclus du numérique, ce sont des utilisatrices qui sont prudentes, actives, diversifiées, dont les habiletés vont couvrir l'ensemble du spectre de la compétence numérique. Donc, tu sais, comme le dit comme le dit notre rapport, finalement, ben, l'enjeu, c'est pas d'initier les personnes au numérique, mais c'est de créer un écosystème numérique qui respecte leur rythme, qui reconnaît leurs compétences et qui répond à leurs besoins réels. Puis, c'est dans cet esprit qu'on a développé le jeu Racine numérique avec et pour elle, finalement. Donc, je présente le jeu. Donc, vous voyez à l'écran, là, j'ai pris des captures d'écran pour m'éviter un souci technologique, mais vous avez le code QR. Donc, si vous voulez aller jouer au jeu, là, vous avez un accès privilégié. Donc, mais là, laissez-moi présenter le jeu. Allez pas jouer dès maintenant, même si vous êtes impatiente et impatient. Mais voilà, donc Racine numérique, comme je vous le mentionnais, Racine numérique porte sur la recherche d'informations en ligne. Donc, quand on arrive dans le jeu, on doit aider Dominique, qui est la personne protagonisme du jeu. Puis Dominique, elle, a découvert une vieille photo de famille ancienne. Puis là, il y a une personne mystère sur la photo. Puis Dominique a dit, ah, je la connais pas, cette personne-là. Donc, elle souhaite en apprendre davantage sur ses racines, d'où le nom Racine numérique. Donc, une fois dans le jeu, bien là, pour le moment, il n'y a qu'un module qui est accessible sur la recherche d'informations en ligne. Bon, on lance le premier module, puis dans le fond, pour faire une histoire courte, Dominique se rend dans le fond, consulter les registres, les archives à l'hôtel de ville. Elle rencontre un gentil monsieur qui lui dit, ben non, j'ai pas l'information pour te soutenir dans tes recherches, mais Dominique, tu devrais faire des recherches en ligne. Et là, Dominique s'est dit, ah, ben moi, j'ai jamais fait de recherche en ligne, j'aurais besoin d'un coup de main. Donc, on lui propose le module sur la recherche d'informations en ligne pour l'outiller. Donc, comment se présente un module? C'est toujours la même structure. Et pour les prochains modules qu'on aimerait développer également, là, on pense à cette structure-là. Donc, on a une première capsule vidéo informative en lien avec la thématique qui est abordée. Ensuite, on a des jeux pour pouvoir pratiquer à la fois le vocabulaire, mais également là, les repères visuels dans l'écran. Puis ensuite, on a ce qui est vraiment de valeur ajoutée, je crois, de ce jeu-ci, c'est vraiment une mise en situation réelle. Donc, la personne est vraiment amenée à faire des vraies actions pour pratiquer les apprentissages réalisés. Donc, je vous le montre un petit peu plus. Là, c'est juste une capture d'écran, mais dites-vous, il y a une capsule vidéo sur la recherche d'informations en ligne. Ensuite, on peut soit jouer à un mot croisé pour apprendre un vocabulaire ou réaliser un jeu des 7 erreurs pour repérer des indices visuels dans ce cas-ci pour identifier dans le fond, les critères de fiabilité d'un site web. Ensuite, on amène la personne à utiliser des moteurs de recherche pour faire la recherche sur les ancêtres. Donc, on doit vraiment là, choisir les bons mots-clés.
ce qui va nous amener sur des résultats de recherche. Puis là, quand on choisit un résultat de recherche, on doit vraiment, à partir d'indices que vous voyez à droite, évaluer si le site qu'on nous propose est vraiment sécuritaire ou pas. Donc, la personne a à comparer deux sites Internet, puis par la suite, à recommander le meilleur à Dominique, finalement. Puis là, je vous montre la fin, mais bon, j'aurais peut-être pas dû parce que ça peut enlever un petit scoop. Mais dites-vous, bon, à la fin, quand on réussit la mission, on est capable d'avoir un petit peu plus d'informations sur la fameuse personne mystère que vous voyez à l'écran. Puis on apprend que finalement, la personne, c'était voyons, j'ai de la misère à le dire, Adélaïde de Montalbert, qui était mariée à un certain Léon de Montalbert en 1886. Donc, voici pour l'aventure du jeu. Je vais passer à l'évaluation un petit peu plus quantitative, si on veut, puis après, pour le volet plus qualitatif, mais je passe la parole à Georges, mais simplement vous dire que comme je vous disais un peu plus tôt, le jeu a été évalué en individuel, mais également en groupe. Puis, les personnes qui ont été rencontrées jusqu'à maintenant, que ce soit des personnes aînées ou des personnes intervenantes, parce qu'il y a également des personnes intervenantes qui ont expérimenté le jeu, ben, les personnes nous confirment le caractère innovant puis prometteur de l'approche ludique, l'adaptation réussie aux besoins spécifiques des personnes aînées, puis la facilité d'utilisation en contexte individuel et de groupe. Puis également, là, on observe là, un intérêt marqué des organisations partenaires pour utiliser l'outil. Puis, on voit que l'évaluation globale là, révèle une appréciation généralement positive du produit, donc du jeu. Puis, sur l'échelle de mesures utilisées, bien, la note moyenne obtenue est quand même de 3,81 sur 5, ce qui correspond à une perception qui est globalement favorable. Puis, ce résultat témoigne d'une satisfaction notable et confirme que l'expérience offerte par le produit est généralement bien accueillie. Cependant, mais c'est sûr que même si le score se situe nettement du côté positif, il n'atteint pas le niveau maximal attendu. On n'a pas un jeu est toujours perfectible, hein, on ne peut pas avoir un 100%. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des améliorations à faire. Puis, il y a également le contexte là, d'évaluation du jeu où les gens ont expérimenté une fois le jeu. Donc, c'est un peu plus difficile là, d'évaluer leur volonté à l'utiliser là, dans la durée. Mais quand même, le jeu, il parvient à convaincre les personnes utilisatrices, même si, bon, il y a toujours des améliorations là, qui seraient possibles d'apporter. Puis, comme je vous disais, ben, c'est sûr que le questionnaire utilisé puis le contexte d'expérimentation du jeu ben, pouvait faire en sorte là, qu'il y a certains scores qui étaient moins élevés. Je vous donne, puis c'est beaucoup dû là, des fois à des questions. Par exemple, on avait avec l'outil utilisé, je n'échangerai ce produit contre aucun autre, mais c'est sûr qu'en ayant expérimenté le jeu à un moment, c'est quand même court dans le temps, là, ben, c'est sûr que il y a bien d'autres produits qui existent. Là. Puis, il y avait un autre énoncé, c'était quand j'utilise ce produit, il m'arrive de perdre la notion du temps. Bien, on peut s'imaginer qu'avec le contexte d'évaluation du jeu, bien, des énoncés comme ça sont répondus un peu plus négativement comparativement à d'autres, par exemple. Mais pour j'aurais le goût de passer la parole à Georges. Georges, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de toi. Là, je vais départager mon écran pour qu'on te voit mieux. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, puis toute ton expérience, puis les ateliers d'informatique que tu réalises, mais aussi, sois critique. Que penses-tu de ce fameux jeu? Je te laisse la parole, Georges. D'accord, merci Julie. On m'entend bien? Ça va? OK, excellent. Oui, dans le fond, ce qui est vraiment fascinant dans mon rôle à l'intérieur justement du développement du jeu sérieux à l'intérieur de Racine numérique, j'ai l'occasion d'évaluer et spontanément, parce que il y a une vidéo également qui accompagne quand vous allez vouloir y avoir accès, c'est l'image précédente qu'on vient de voir, et ça vous permet vraiment de m'écouter de façon, je dirais, spontanée par rapport à mes réactions vis-à-vis l'expérience que j'ai à évaluer les outils que le Centre collégial en expertise en gérontologie à Tourmanville. Je dois avouer que c'était il y a à peine 2 ans que j'ai
pris connaissance de ce qui s'est passé dans ce contexte-là, étant donné que j'enseignais déjà à la FADOC. La FADOC Centre du Québec à Victoriaville, je donnais des cours sur Zoom au début au niveau de ce qu'on peut appeler la bureautique. Alors, on parle de Microsoft Office en particulier. Mais là, je remonte encore il y a 30 ans quand j'ai enseigné au Collège Delta aux immigrants les compétences de base. Et en plus, j'adore les technologies. Alors, ça remonte il y a 60 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la technologie, quand j'étais jeune. Mais j'ai l'avantage de l'âge, hein, pour vous faire un partage de ce genre. Tout ça pour dire que quand j'ai accompagné Julie à l'Université de Montréal pour un colloque international, pour donner mon feedback, ma rétroaction par rapport à l'utilisation du jeu numérique, j'ai senti qu'il y avait vraiment un grand besoin. Alors, quand j'enseigne, et j'enseigne actuellement un groupe de plusieurs élèves à Sainte-Françoise, en pleine région rurale. On est une petite ville d'à peine 500, mais on a un accès technologique remarquable parce que maintenant, on peut inviter les gens à venir se faire former. Alors, j'enseigne l'iPhone en particulier. Alors, j'ai l'occasion d'observer une réaction spontanée des gens par rapport à la technologie, parce que ces gens-là qui sont plus jeunes que moi, soit dit en passant, j'aurai dans un mois 79 ans. Alors, je suis sensiblement censé être à ma retraite, mais enfin, je crois que c'est comme ça finalement. On s'intéresse à continuer à participer à la vie communautaire. Alors, mes élèves ont des besoins. Et quand je reviens à la diapositive numéro 9, pratique numérique des personnes aînées, un portrait nuancé, quand je regarde cette image-là, ça c'est non, pas l'autre, on recule, va vers le début. Euh, La mais pratique Georges, numérique. tu sais, dans le fond, c'est juste Georges, parce qu'après, je vais conclure, là, mais Oui. euh, Alors, moi, j'enseigne. J'enseigne à aider les gens à aller sur les réseaux, à développer des compétences, à pouvoir devenir confiants. Et le lien direct entre le lien de confiance et l'autonomie est vraiment direct pour ces personnes-là. Alors, c'est vraiment là où je vois l'utilité de mon rôle, qui est un rôle d'observateur critique, spontané, vraiment dans la sincérité. Alors, les couleurs, ce qu'on appelle les menus pop-up, entre autres, toutes les choses qui peuvent rendre plus agréable et plus conviviale l'expérience du numérique. Alors, c'est vraiment ça. Euh, je- Si tu veux Julie, je peux continuer, mais c'est... ben, Georges, j'ai vu que Madame Duquette avait allumé sa caméra, donc Oui, oui, c'est ça que je je vais pensais. conclure, mais un grand merci, là, Georges. Je t'en Simplement prie. pour vous dire les suites. Hein. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Il y a un premier module qui a été développé. Ben, c'est sûr que notre souhait est de développer d'autres modules. On en a un déjà qui a été validé, qui a été éprouvé. Puis on est également là, dans une phase de déploiement finalement. Donc, si les gens veulent utiliser le premier module de jeu, simplement nous contacter, ça va nous faire plaisir de les accompagner. Puis les autres modules, en fonction des préoccupations que les gens nous ont exprimées, mais il y avait toute la question, là, comme je vous disais, les communications, donc les réseaux sociaux, mais également dans l'utilisation du courriel et tout ça, comment démêler le vrai du faux. Donc, il y a cette préoccupation-là aussi pour des modules d'intelligence artificielle également. Il y a des préoccupations qui sont associées à ça. Il y a également l'achat en ligne, qui est vu comme une action qui est particulièrement risquée. Donc, ça nous fait plein de contenus vraiment intéressants là, qui pourraient faire l'objet là, de prochains modules, toujours en lien là, avec le cadre de référence de la compétence numérique du gouvernement du Québec. Donc, ben, je m'arrêterai ici. Puis, ben, un grand merci, Georges, d'avoir fait cette présentation avec moi. Puis, je pense qu'on va tranquillement vers une période de questions. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la deuxième présentation qui est la recherche menée par l'équipe de François Routier. Donc, bonjour, Monsieur Routier, qui s'intitule L'accès aux services communautaires pour les aînés grâce aux outils numériques depuis la pandémie de COVID-19, une étude de type recherche-action. Donc, Monsieur Routier a une formation en génie mécanique ainsi qu'un doctorat en médecine expérimentale à l'Université Laval. Il est professeur titulaire à l'École des sciences de la réadaptation de l'Université Laval, ainsi que chercheur et directeur scientifique du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
au CIUS de la capitale nationale. Ces recherches portent sur le développement et l'évaluation d'environnements physiques, technologiques et sociaux qui soutiennent la pleine participation sociale des personnes ayant des incapacités ou qui sont en perte d'autonomie. Il est accompagné de Mme Nolan Lapierre, que nous lui laissons le loisir de nous présenter. Et comme Mme Castonguay, ici, on a une période de présentation de 30 minutes, après quoi on aura une période d'échange de 15 minutes à partir des questions que vous poserez dans le Q&R de votre application. On vous laisse la parole. Merci, Mme Duquette. Mme Duquette a déjà introduit rapidement Nolwenn Lapierre. C'est Nolwenn qui va présenter aujourd'hui parce que Nolwenn a été la personne en continu dans ce projet d'un peu plus de 3 ans, là, avec peut-être une petite prolongation, là. Donc, c'est elle qui maîtrise le mieux le projet au sein de l'équipe. Puis, je vais te laisser te présenter là, pour dire d'où tu viens. Bonjour à tous. Donc, j'ai réalisé un stage postdoctoral avec François Routier et c'est au cours de ce stage que j'ai pu travailler, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet. J'ai une formation en réadaptation, puis principalement dans le domaine des technologies pour le soutien pour les personnes âgées ou les personnes en perte d'autonomie en général. Fait que je vais aller tout de suite dans le contenu de notre présentation pour essayer de respecter mon temps. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Est-ce que c'est correct? On voit bien? Oui, excellent. Parfait. Excusez. Dans le fond, ce projet-là, on l'a réalisé en partenariat avec 2 organismes communautaires. On a beaucoup parlé là, à l'instant, au cours de la précédente présentation, de l'accès aux services. Maintenant, on va s'intéresser à une sous-partie des services dédiés aux personnes âgées, aux services qui sont prodigués par les organisations communautaires. Ça va être notamment des services qui vont faciliter la participation sociale et l'engagement dans la communauté. Et ce projet, on a eu la chance de pouvoir le mener avec 2 organisations communautaires québécois. Donc la première, c'est la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui représente, soutient et défend les droits des personnes qui vivent avec une maladie neurocognitive, mais aussi leurs proches. Et la deuxième organisation, c'est l'Association québécoise de défense des droits et des personnes retraitées et pré-retraitées dans la région de Québec. Cette organisation-là, elle fournit en fait des services pour pouvoir informer et soutenir juridiquement les aînés concernant leurs droits dans le cadre de situations problématiques. On s'est réunis avec ces organisations communautaires-là et on est parti en fait du constat qu'elles avaient dû transformer leurs prestations de services durant la pandémie de COVID-19 pour pouvoir s'adapter aux restrictions, aux restrictions en fait aux mesures sanitaires dans le fond. Et dans le but, en fait, de pouvoir maintenir une partie de leurs services, favoriser la connectivité sociale, puis surtout atténuer un petit peu les conséquences de l'isolement que vivaient les aînés à cette période-là. Et que ce soit dans la littérature scientifique qui a été publiée assez rapidement après le début de la pandémie, mais aussi ce qui a été rapporté par les organisations avec lesquelles on a travaillé, c'est qu'il y a certains avantages à ces services en ligne-là, notamment la flexibilité des services qui était très appréciée. Mais malgré cela, il y a encore des difficultés qui demeurent. Ça va être la difficulté d'accès aux technologies pour les populations qui vont être les plus vulnérables. Une littératie numérique, donc en fait un ensemble de compétences numériques qui est significativement moins développé chez les personnes aînées et qui en plus est associé à un stress lors de l'usage de technologies. Oh, je m'excuse, c'est parti, ça a changé de diapositive tout seul. D'autre part, on a des principes d'accessibilité universelle qui sont peu intégrés aux outils numériques aujourd'hui, ce qui va entraîner de nouveaux freins à l'utilisation pour les personnes qui peuvent être plus vulnérables ou en perte d'autonomie. Et enfin, Madame Castonguay l'a aussi mentionné tout à l'heure, c'est que c'est important d'avoir un soutien social à l'usage lorsqu'on apprend en tout cas l'usage d'une nouvelle technologie. Donc, par exemple, avec les pères aidants, comme l'a mentionné Madame Castonguay tantôt. Mais là, dans le contexte de la pandémie, les personnes qui devaient utiliser nouvellement ces services numériques-là n'avaient pas accès à leur soutien social ou moins accès à leur soutien social. Donc, en discutant avec les partenaires communautaires de ce projet, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a en fait une nécessité d'améliorer l'accès aux services et aux ressources en ligne, améliorer aussi leur implantation, dans le but de pouvoir bonifier puis pérenniser des initiatives qui ont été initiées et mises en œuvre durant la pandémie de COVID-19 pour éventuellement mieux répondre aux besoins des aînés puis de leurs proches. Donc, c'est la visée générale du projet qu'on a mené avec eux.
Un petit mot sur nos partenaires. Bien, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, elle regroupe 20 sociétés Alzheimer régionales à travers le Québec. Et on a eu la chance d'avoir dans notre équipe de recherche la directrice de la recherche et l'innovation de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Puis, un peu plus tard dans le projet, aussi une chargée de projet harmonisation des services au sein de cette organisation. Je vais les appeler les FQSA là, pour gagner un petit peu de temps pour la suite de la présentation. Et donc, la FQSA regroupe différentes sociétés régionales qui donnent des services d'information, des groupes de soutien, du répit de stimulation pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs et aussi donne des formations. Puis là, pour ce projet, la FQSA en fait, a décidé de cibler le travail sur les groupes de soutien en ligne qui sont dédiés aux personnes proches aidantes de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs ou une maladie neurocognitive dégénérative. D'autre part, donc, l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits et des personnes retraitées et pré-retraitées, c'est une association en fait, qui va regrouper 41 sections régionales. Puis nous, on a travaillé avec la section de la région de Québec. Il y avait un de leurs agents de recherche qui a en fait participé en tant que membre actif de notre équipe de recherche. Et donc, cette association-là va délivrer des cliniques juridiques, va donner des conférences sur les droits et va aussi accompagner les aînés dans la signature, notamment de contrats et autres formulaires. Et ils ont choisi de cibler, de travailler avec nous sur l'accessibilité de leurs conférences en ligne et sur la chaîne YouTube qui diffuse les enregistrements de leurs conférences pour leurs membres. Donc, ce qu'on a mis en place avec ces deux organismes communautaires qui sont en fait nos partenaires, c'est une recherche-action en 4 étapes itératives. La première étape, ça a été de planifier un peu les ressources. Donc, pour ça, on a essayé... En fait, l'objectif, c'était de décrire les facteurs à considérer pour le développement de ces ressources-là. Puis ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller agir pour implanter les ressources. Donc, on va proposer des améliorations aux ressources et services qui avaient déjà été initiés pendant la pandémie. Puis, la troisième étape a été d'examiner la pertinence et l'accessibilité de ces ressources bonifiées grâce à l'étape 2. Et enfin, d'aller étendre et pérenniser les ressources en visant en fait à bonifier leur appropriation, puis éventuellement les rendre pérennes. Donc, pour la première étape, ce que l'on a fait avec les partenaires de ce projet, c'est de faire une étude qualitative interprétative par organisme. Donc, on a recruté des intervenants, puis des usagers des services, de leurs services, en fait, et on a réalisé des entrevues individuelles semi-dirigées avec eux. On leur a fait passer un questionnaire sociodémographique qui incluait des questions aussi des questions concernant la théorie de la diffusion de l'information. C'est une théorie qui permet simplement de catégoriser les gens selon leur facilité à accepter des innovations technologiques, pardon. Puis enfin, donc, le guide d'entrevue qui portait sur l'accessibilité et la satisfaction de la ressource en ligne. Et on a fait des analyses thématiques en se basant sur ces entrevues en utilisant 2 cadres théoriques. Le Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, qui en fait est un cadre théorique qui va expliquer l'adoption des technologies, et le DIGCOM, le Digital Competence Framework, qui lui décrit les compétences numériques, notamment la littératie numérique. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est avec la QDR, on a pu interroger 6 membres et 6 membres bénévoles qui sont en fait des membres un peu plus aguerris et qui sont membres du conseil d'administration de l'association. On avait une majorité de femmes à 66% et la classe d'âge la plus représentée, c'était les 70-79 ans. Selon la classification de la théorie de l'innovation, on avait 25% de nos participants qui étaient des innovateurs, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont les plus enclins à utiliser de nouvelles technologies. Puis on avait une très forte représentation des adopteurs précoces qui sont en fait une majorité assez encline, encore une fois, à utiliser les technologies, puis peu de personnes qui font partie des personnes les plus réfractaires à utiliser les nouvelles technologies ou les innovations. L'entièreté des membres qu'on a pu interroger étaient satisfaits ou très satisfaits des conférences en ligne et de la page YouTube de la QDR. Du côté de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, on a eu 8 intervenants qui ont participé à notre étude et 10 personnes proches aidantes. Encore une fois, une majorité de femmes. Pour ce qui était des intervenants, la classe d'âge la plus représentée, il était les 45-49 ans. Et pour les personnes proches aidantes, les 80-84 ans. Encore une fois, une majorité de personnes qui ont participé étaient très enclines à accepter les nouvelles technologies, donc avec 75% d'adopteurs précoces.
Puis la majorité des participants, des personnes proches aidantes, donc 90% d'entre elles étaient soit satisfaites, soit très satisfaites des groupes de soutien en ligne. Il y a eu cependant à noter qu'il y avait une personne qui était très insatisfaite de ces groupes de soutien. Avec l'analyse thématique, on a pu dégager certains thèmes lors de nos entrevues avec ces participants-là. C'est que le premier thème était l'utilité perçue de ces ressources numériques-là. Ensuite, les participants ont pu identifier des facteurs facilitants et entravants que je vais vous détailler tantôt. Puis, deux autres aspects qui étaient importants deux autres facteurs à considérer pour les ressources, pour le développement de ressources en ligne, c'était la littératie numérique et le respect de l'intimité. Le respect de l'intimité est vraiment ressorti uniquement dans les entrevues avec la FQSA. Donc, tout d'abord, l'utilité perçue, selon les modèles théoriques qu'on a utilisés, c'est la mesure avec laquelle la personne perçoit que l'utilisation d'une technologie va lui apporter des bénéfices ou non. Et donc, selon l'ensemble des participants qu'on a pu interroger, ce qu'on retient, c'est que ces ressources en ligne-là, elles rejoignent leur objectif qui était d'obtenir de l'information. On retrouve aussi certains bénéfices qui vont être la facilité d'accès. Ça va éviter la contrainte des déplacements, ça va permettre pour certains intervenants de couvrir un plus grand territoire. On a comme ça une des personnes proches aidantes qui recevait qui participait au groupe de soutien en ligne de la FQSA qui disait que c'est ça, avec ce fonctionnement-là, on est capable d'aller chercher des gens qui auraient été incapables d'être présents. C'est extraordinaire, tu fais un Zoom, puis ça vient de toutes les régions. Ces ressources en ligne-là, elles ont aussi eu l'avantage de maintenir certains liens sociaux en période pandémique où les personnes étaient beaucoup plus isolées. Et ça a aussi facilité la participation pour certaines personnes qui ont des troubles de l'audition notamment. On a une participante de l'AQDR qui nous a mentionné, je cite, « J'entendais très bien, même que moi, avec mon problème d'audition, je trouve ça quasiment mieux que quand je suis en groupe placé en arrière. » Donc finalement, certaines facilités d'accessibilité, contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir de l'usage des technologies. Et enfin, au contraire, on a certaines personnes qui refusaient complètement ce format en ligne. Il y a une des personnes proches aidantes de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui nous a dit, moi, c'est en présentiel, tu me feras signe quand ça sera en présentiel. La technologie, je ne suis pas capable. Nos participants, ils ont quand même identifié des facteurs facilitants et entravants qu'on a pu ensuite approfondir dans la suite de l'étude. Ça va être l'ensemble des éléments qui vont influencer la participation au groupe de soutien ou aux conférences en ligne. Parmi les facilitateurs, on retrouve encore le soutien technique. Donc là, ça va être notamment la QDR avait une personne qui était dédiée au soutien technique pendant les conférences et ça a été vraiment apprécié par les participants. Les compétences en gestion de groupe et notamment en gestion de groupe en ligne ont été très appréciées et considérées comme un facilitateur par les participants. Certains participants ont aussi remarqué que, notamment pour les groupes de soutien en ligne, il y avait un climat d'intimité et de partage qui était quand même créé via cette modalité en ligne et qui facilitait leur participation aussi. Il y a des modalités qui ont été plus appréciées que d'autres, notamment le fait de faire les groupes de soutien en plus petits groupes, d'utiliser Zoom plutôt que Teams, parce que Zoom est réputé comme étant un peu plus accessible et plus intuitif d'utilisation. Et pour ce qui était des groupes de soutien, d'aller chercher des groupes plus homogènes, donc avec des personnes proches aidantes qui partagent des réalités communes, comme par exemple des personnes proches aidantes qui aident leurs conjoints, par exemple. C'était un élément qui facilitait leur participation. Pour ce qui est de la QDR, le fait que les vidéos soient disponibles en différé était aussi un facilitateur à l'accès en fait aux services en ligne. Pour pouvoir un peu illustrer ces facilitateurs-là, il y a une des personnes qui provenait de la FQSA qui nous a dit que le fait que ça soit en virtuel, c'est un peu moins confrontant que d'être en personne. Tu vas être plus libre de dire certaines choses. Tu es dans ton environnement, puis tu as peut-être un sentiment de sécurité. Ça n'empêche qu'il y a quand même des entravants à à l'accès de ces ressources en ligne. D'abord, l'accès aux équipements technologiques, c'est coûteux, ça peut être difficile d'accès pour certaines personnes. C'est d'ailleurs ce qu'un des membres de la QDR nous rapportait. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des équipements pour se connecter parce que ça représente un coût. Il y a aussi des problèmes de connexion Internet, notamment dans certaines régions du Québec qui ne sont pas toujours bien couvertes
par la fibre et autres. Il y a aussi des ressources limitées des organismes. Nos partenaires nous ont mentionné ça aurait été apprécié d'avoir plus de ressources pour pouvoir donner du soutien technique en fait aux personnes qui en avaient besoin. Le caractère asynchrone des interactions, notamment dans les groupes de soutien, était un élément qui entravait la participation pour certains. Et enfin, un élément d'accessibilité qui était difficile, c'était la difficulté de navigation, notamment sur la page YouTube. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel l'AQDR sentait qu'ils avaient peu de leviers pour agir. Si on passe ensuite à la littératie numérique, donc c'est la capacité des individus à utiliser les technologies numériques de façon critique, sécuritaire et efficace afin de réaliser diverses tâches, comme communiquer, trouver l'information ou encore gérer ces données. Ce que les participants nous ont rapporté, c'est qu'il y a un manque de littératie numérique des usagers, donc des usagers âgés et des personnes proches aidantes, mais aussi de certains intervenants. Il y avait des difficultés d'utilisation de certaines fonctionnalités de Zoom, notamment activer, désactiver le micro, activer, désactiver la caméra aussi. Il y a une des personnes proches aidantes qui nous a dit « Je ne suis pas habile à l'ordinateur, j'aurais besoin de cours. » C'est comme mettre un PowerPoint présenté, ça serait compliqué pour moi. Pour ce qui est d'intervenir individuellement auprès des usagers qui sont en difficulté, les intervenants considéraient que ça demandait du temps. Puis là, il y a une des intervenantes de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui nous disait, tu sais, quand ils parlent, ils ne comprennent pas qu'on entend. Fait que tu es là, OK, je vais essayer de l'aider, mais en même temps, tu as tout le groupe qui est là en arrière. Fait que tout ça, c'était des difficultés qu'ont rencontrées les intervenants. Et enfin, il y a une limite de confidentialité, notamment pour les groupes de soutien en ligne pour les personnes proches aidantes. C'est parce que la personne aidée était souvent présente, notamment parce que ces personnes proches aidantes-là n'avaient pas de ressources pour pouvoir prendre le relais durant le groupe de soutien. Et enfin, on a ce que les usagers nous ont rapporté, c'est un sentiment globalement de sécurité à l'utilisation des services en ligne. Je le nuancerai en disant qu'il n'y avait peut-être pas une pleine conscience de ce qu'englobaient les données personnelles, leur collecte et leur utilisation lorsqu'en fait on accède à des ressources en ligne. Enfin, le dernier point qui était rapporté uniquement par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, c'est le respect de l'intimité. Il y avait plusieurs stratégies et pratiques qui ont été mises en place pour pouvoir préserver la confidentialité et la confiance des usagers. Donc, par exemple, fermer son cellulaire, demander aux participants de ne pas enregistrer, de s'isoler, de fermer les micros lorsqu'ils ne parlaient pas, de brouiller leur arrière-plan. Mais ceci étant dit, en fait, ces stratégies-là, elles avaient quand même un effet, puisqu'il y a une des personnes proches aidantes qui nous a rapporté, si j'ai des choses très personnelles à dire, j'ai pas plus peur de les dire en ligne qu'en présentiel, et j'ai confiance aux personnes qui sont là. Donc, malgré l'absence, malgré le fait qu'on était en virtuel, elle avait quand même confiance dans les autres membres du groupe. Enfin, donc, il y avait un impact, ces groupes de soutien en ligne-là ont pu avoir un impact sur les personnes aidées, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer notamment, parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait, elles entendaient des voix à l'intérieur de chez elles sans savoir si la personne était là ou non, ce qui pouvait les déstabiliser et même entraîner de l'agitation. Donc là, c'est ça, il y a un des participants qui nous rapportait, on a des proches aidants qui sont à l'écran, mais il faut qu'ils s'occupent des personnes atteintes. Des fois, ils n'ont personne à cause du manque de personnel des CLSC ou des organismes communautaires, donc ils vont interférer. Donc ça rajoutait une complexité dans la ressource en ligne. En ayant rassemblé toutes ces informations-là, on a pu passer à la deuxième étape du projet qui était d'améliorer les services, d'agir puis mettre en place les interventions en fait en pratique. Pour ça, on a fait des ateliers de co-création qui regroupaient 2 à 3 professionnels et 2 à 3 représentants des usagers pour chaque organisme. Ces ateliers en ligne, ils ont duré 1h30 à 2h30 et ils étaient espacés d'un mois à chaque fois. Donc, on a fait 3 à 4 ateliers en ligne. Les objectifs étaient d'abord d'explorer, donc de bien s'approprier la compréhension du problème, notamment en se basant sur les données de la première étape. Et ensuite de collaborer activement pour co-concevoir des solutions à ces défis qui avaient été recensés dans l'étape 1. Puis la troisième étape, c'était une étape de validation. On sélectionne les idées les plus pertinentes, puis on réfléchit à comment les mettre en pratique pour l'étape 4, qui est l'étape de développement.
pour chacun de ces ateliers de co-création, l'équipe de recherche a pris des notes pendant l'atelier. Entre chaque atelier, a renvoyé un rapport à chacun des participants, ce qui lui permettait à la fois de se réapproprier ce qui s'était déjà passé, mais aussi de corriger et compléter si nécessaire ce rapport-là, et ensuite de cibler certains aspects qui étaient identifiés comme importants lors des ateliers précédents. Donc cette stratégie-là, en fait, ça a permis d'assurer une certaine rigueur à la réalisation de ces ateliers, notamment par la vérification par les membres, et aussi ça a permis à l'équipe de recherche d'avoir des notes de terrain réflexives. Ce que ça l'a donné à la suite de la première étape d'exploration, c'est qu'on se rend compte que pour les deux organismes, on a des préférences qui sont très variées selon les membres, notamment en ce qui concerne les modalités de service en ligne. Certains les veulent plus fréquemment, moins fréquemment. Bon, en tout cas, c'est difficile de trouver une formule gagnante. Les compétences en littératie numérique sont limitées, que ce soit pour les usagers, mais aussi pour certains intervenants. Et on a une variation dans l'expérience vécue, notamment en fonction de la gestion des intervenants, la gestion de groupe. Donc ça, c'est vraiment les problèmes qui sont remontés comme étant les plus importants pour nos organisations communautaires. Lors de la co-conception, en ce qui concerne les modalités, bien dans le fond, ça a été d'aller chercher une formule gagnante. Pour ça, l'AQDR a décidé de privilégier des conférences hybrides, ce qui permettait un peu de répondre à des besoins différents, à la fois donc des conférences qui vont être en présence, mais enregistrées et diffusées en direct en ligne, dans le fond, avec des personnes qui vont pouvoir quand même poser leurs questions en ligne, puis en même temps, l'enregistrement sera diffusé par la suite sur leur page YouTube. Puis les deux organisations, la QDR et la FQSA, ont décidé de faire des sondages plus approfondis sur les préférences et les attentes en termes de durée, fréquence et contenu concernant leurs ressources en ligne envers leurs membres. Pour ce qui est des compétences en littératie numérique, les ateliers de co-conception ont démontré que dans le fond, ça nuisait à la fluidité des échanges, puis ça limitait la participation, l'acquisition des informations. Donc, une des solutions, ça a été de travailler à améliorer l'identité visuelle de la page YouTube pour la QDR, notamment pour que les personnes puissent naviguer plus facilement, puis retrouver plus facilement le contenu qu'ils souhaitaient visionner. De bonifier aussi l'apparence visuelle et la communication du programme d'activité en ligne pour que les gens puissent encore une fois mieux se repérer et mieux participer aux activités. Et enfin, de co-créer des fiches de référence visuelles à destination des usagers pour pouvoir comprendre comment fonctionnent Teams, Zoom et les courriels, qui sont finalement les 3 modalités de communication les plus utilisées pour accéder aux ressources communautaires. Enfin, pour ce qui était des compétences en gestion de groupe des intervenants, donc les participants ont rapporté des expériences quand même très variées dans ces compétences-là. Et ce que ça a donné comme conséquence, c'est que les séances étaient plus ou moins efficaces et que, dans le fond, les participants avaient des expériences très inégales. Donc, il y a eu une volonté d'aller développer en fait des compétences de base communes pour tous les intervenants à travers des fiches références visuelles pour pour pouvoir guider un petit peu les intervenants dans la communication et les modalités de communication en ligne pour la QDR. Et pour la FQSA, ça a été décidé plutôt d'aller vers un guide de bonne pratique en gestion de groupe virtuel. Ce guide de bonne pratique, il inclut des stratégies, en tout cas, il visait à inclure des stratégies pour adapter les séances au format virtuel, baliser les échanges, favoriser les relations positives et surtout aussi réguler les émotions des participants en ligne, ce qui peut être un peu plus difficile qu'en présence. Donc, une fois qu'on a pu développer tous ces outils-là, l'idée, ça a été d'aller les implanter, puis d'aller examiner leur pertinence, leur accessibilité. Et donc, pour faire cela, on a fait une étude de cas par organisation. Pour la QDR, on a encore une fois visé à aller chercher des membres de la QDR qui sont tous âgés de 50 ans et plus, puis de leur faire passer un questionnaire de satisfaction et aussi d'observer les conférences hybrides qui devaient être mises en place. Et enfin, d'aller analyser les données YouTube, donc c'est-à-dire tout ce qui va être le nombre d'abonnés acquis après chaque vidéo, le nombre de vues, mais aussi la rétention, qui est le temps de visionnement par utilisateur au cours de la vidéo. Pour la FQSA, donc les sociétés Alzheimer, là, on est allé... en fait, on recherchait des participants qui étaient à la fois des personnes proches aidantes et des intervenants qui animaient des groupes de soutien en ligne. On demandait aux intervenants d'aller remplir un journal de bord et de répondre à un questionnaire de satisfaction.
par rapport notamment à l'usage du guide de bonne pratique. Et enfin, les personnes proches-aidantes, elles, répondaient à un questionnaire de satisfaction. Donc, les analyses qu'on a faites pour les données qualitatives, c'était des analyses de contenu. Et pour les données quantitatives, on a fait des statistiques descriptives. Pour ce qui était spécifiquement des données provenant de YouTube, on a comparé 4 vidéos avant les changements, puis 4 vidéos après les changements qui ont été opérés par notre partenaire communautaire, et on a triangulé l'ensemble des données. Donc les résultats, c'est que pour la QDR, on a eu 9 membres qui ont participé avec un âge moyen de 73,7 ans. Encore une fois, principalement des femmes qui sont très enclines à utiliser la technologie, puisqu'à 56%, c'était des adopteurs précoces. 44% de ces membres connaissaient déjà la page YouTube avant de participer à l'étude. 78% participaient au moins d'un mois aux conférences en ligne et un participant n'avait jamais regardé ou assisté aux conférences en ligne. 56 préféraient participer aux conférences en ligne et 56% préféraient participer aux conférences en ligne, 22% en présentiel et 22% n'avaient pas de préférence. Ce qui nous rapporte, c'est que d'abord, en ce qui concerne le déploiement d'un sondage pour pouvoir aller examiner ou déterminer plutôt une formule gagnante, ainsi que l'observation des conférences hybrides, ça a été repoussé à l'étape 4 pour se focaliser davantage sur la satisfaction des membres que l'on avait pu recruter. On a une satisfaction qui était globalement plus élevée envers la chaîne YouTube après les changements. J'ai vu votre caméra ouverte, je suis dans mon temps, c'est bon. C'est ça, il y a peu d'effets sur l'utilisation réelle, mais on voyait quand même une tendance vers l'amélioration, notamment en termes de nombre de vues, nombre de rétentions et nombre d'abonnés qui avaient une tendance à s'améliorer. Puis les différents outils, le programme étaient jugés comme accessibles, pertinents, intuitifs, avec cependant quelques points améliorés. Même chose pour les fiches tutoriels YouTube et Teams, elles étaient jugées accessibles et pertinentes par les participants quand on avait une satisfaction globalement assez élevée et des commentaires plutôt positifs. Concernant les sociétés Alzheimer, donc là, on a pu recruter 2 intervenants et 5 personnes proches aidantes. Les deux intervenants donnaient des conférences, des groupes de soutien en ligne et toutes les personnes proches aidantes suivaient les groupes de soutien de ces 2 intervenants-là. Donc, les intervenants il y avait un homme et une femme, avec l'un d'entre eux avait moins d'1 an d'expérience, l'autre 3 ans d'expérience, et ils animaient 3 à 6 groupes par mois. Les personnes proches aidantes étaient encore une fois majoritairement des femmes, avec une moyenne d'âge de 62,8 ans, et c'était plutôt des personnes très enclines à aller accepter la technologie. Cependant, pour une fois, on a pu rejoindre 40% de personnes qui étaient moins enclines à aller chercher la technologie, puisqu'il y avait 40% de retardataires selon la théorie de la diffusion. Ces personnes proches aidantes étaient très satisfaites du groupe de soutien. Encore une fois, le déploiement du sondage et l'enquête pour pouvoir aller identifier l'offre de services à travers la province ont été reportés à l'étape 4 pour se concentrer sur la satisfaction. Donc, dans le fond, les fiches tutoriel Teams étaient satisfaisantes là encore, avec des améliorations possibles. Cependant, malgré l'usage de ces fiches tutoriels-là, il y avait certaines difficultés d'utilisation qui ont persisté. Et donc là, nos travaux rejoignent aussi ce que Madame Castonguay disait un petit peu plus tôt, c'est qu'il faudrait envisager des formations qui seraient dédiées aux membres sur l'utilisation des outils numériques, mais de façon un peu plus continue. Puis le guide, pour ce qui était du guide pour les interventions, pour les groupes de soutien, bien, la satisfaction était quand même élevée, bien qu'ils aient pu l'utiliser seulement après le début de la session de groupe de soutien en ligne. Encore une fois, certaines recommandations pour bonifier le guide sont ressorties de cette implantation-là, notamment d'ajouter des conseils plus pratiques avec des exemples d'activités brise-glace, par exemple. Ouais. Enfin, donc pour terminer ce projet, on a refait la même méthodologie qu'à l'étape 2, c'est-à-dire des ateliers avec les mêmes acteurs, des ateliers de co-création pour pouvoir élaborer des activités de transfert de connaissances et de mobilisation des connaissances. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est justement d'aller sonder un peu plus les membres de chacune des organisations sur leur formule gagnante. Pour ce qui était de la QDR, on a eu 65 personnes qui ont participé et qui ont dit que finalement les conférences mensuelles hybrides d'1 h 30 en journée étaient pas mal la formule gagnante, ce qui a été choisi par l'organisation et ce qui perdure aujourd'hui encore. Il n'y a pas eu d'autres modifications aux outils co-développés qui ont été ajoutés par la suite.
Pour la Société Alzheimer, le sondage a seulement pu rejoindre 7 personnes qui en fait souhaitaient des groupes de soutien bimensuels en virtuel, 1 heure le soir et en semaine pour faciliter l'accès. Et ils souhaitaient des groupes de 5 à 7 personnes qui partagent une réalité similaire, ce qui rejoignait un peu les résultats de notre première étape de projet. On a aussi mené une enquête auprès de auprès des sociétés Alzheimer régionales. On a pu en rejoindre 7 et on s'est rendu compte qu'aucune n'offrait de groupe de soutien en ligne rendu en 2025, contrairement au début de l'étude. La raison principale était qu'il y avait une préférence pour les responsables pour le présentiel et aussi la perception qu'il s'agissait de la préférence des personnes proches aidantes. Or, on voit un petit décalage entre cette perception des intervenants et ce que les membres nous ont rapporté. Ceci étant dit, les intervenants, certains d'entre eux étaient intéressés à proposer des groupes de soutien virtuels et ils souhaiteraient des outils pour les épauler pour ça. Ce qui m'amène aux retombées sociales de notre projet. Dans le fond, on a pu travailler sur l'adaptation des services aux besoins des utilisateurs. Ce projet-là, il a aussi comme avantage d'avoir renforcé l'autonomie des aînés et de leurs personnes proches aidantes grâce aux différents outils d'appropriation qu'on a pu leur offrir. Il visait une harmonisation des services, notamment avec des compétences de base qui seraient diffusées à chacun des intervenants des 2 organisations et une extension de l'offre des services en ligne. Pour arriver à ces résultats-là, on a rencontré beaucoup de défis, notamment liés à la méthodologie qu'on avait en place aussi au contexte post-pandémique. Le premier, c'était l'engagement des partenaires sur la durée. Étant donné qu'on était en contexte post-pandémique, beaucoup de gens souhaitaient revenir en présentiel et se sont un petit peu désengagés. On a aussi connu un grand roulement de personnel, à la fois dans l'équipe de recherche et parmi les organisations communautaires partenaires, avec des personnes référentes qui ont changé et donc des priorisations aussi de leur côté qui ont changé. Tout ça, ça a entraîné des délais et des difficultés de recrutement qui nous ont amenés à devoir modifier nos méthodologies de recherche tout au long du projet. Et enfin, il y a eu une inadéquation entre la temporalité de la recherche et de nos partenaires, parce que bien dans le fond, nous, on avait besoin de s'appuyer sur des données probantes, ce qui prend du temps, alors qu'eux auraient souhaité avoir des outils beaucoup plus vite pour pouvoir maintenir leurs ressources en ligne. Je terminerai en vous disant que bien, malgré ça, l'engagement des partenaires puis la recherche-action, ça a quand même participé à combler un fossé entre la recherche et la pratique pour conduire à des changements efficaces, qu'on a pu co-créer, mobiliser des connaissances pour soutenir l'implantation de ressources à distance, améliorer des initiatives qui ont été développées durant la pandémie pour les pérenniser et qu'on pense que tout ça va contribuer à promouvoir l'accès à des ressources grâce à la transition numérique. Quelques références, puis je remercie nos partenaires et le FRQSC pour son financement. Écoute, on va en profiter pour remercier au nom des Fonds de recherche du Québec l'équipe de Mme Castonguay et de M. Drouin, ainsi que celle de M. Routier et de Mme Lapierre pour leur contribution très précieuse dans le cadre de cette activité de transfert. Puis je laisse la parole finale à Florence. Merci beaucoup, Madame Duquet. Donc, je me joins à vous pour remercier les chercheurs, chercheuses et toutes les équipes qui ont travaillé là, sur ces excellents projets dont les rapports sont disponibles déjà là, dès maintenant en ligne. Et je vous invite aussi là, pour être au courant de toutes les actualités concernant là, les activités gouvernementales par rapport aux aînés, à vous abonner à l'infolettre du secrétariat aux aînés, dont le lien va vous être indiqué là, dans le chat. Et rester au courant de toutes nos actualités. Donc, merci beaucoup de vous être libérés aujourd'hui pour assister à ce webinaire et au plaisir de vous retrouver à la prochaine activité de transfert des fonds de recherche en partenariat avec le secrétariat aux aînés. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.